La pauvre femme de ménage a répondu à un appel en parlant néerlandais devant son patron millionnaire. Et le lendemain, ce qu'il a fait l'a laissé sous le choc. Claire Dumas connaissait les rues de Paris mieux que quiconque, mais jamais sous les projecteurs. À 29 ans, elle glissait entre les murs haussmanniens, comme une ombre discrète, armée de son chariot de produits de nettoyage et de son sac usé où s'entassaient ses affaires pour la journée. Tous les matins, elle quittait son petit studio du 18e arrondissement avant 7 heures, enroulée dans une écharpe élimée, les écouteurs plantés dans les oreilles, écoutant distraitement les leçons d'anatomie qu'elle enregistrait pour ses trajets. Son rêve tenace de devenir infirmière la maintenait en mouvement, malgré les heures longues, les genoux meurtris et les horaires impossibles. Elle partageait ses journées entre deux mondes. Le premier, fait de dorures, de marbre italien et de femmes qui changèrent de robe 3 fois par jour, se trouvait dans les hôtels particuliers du 16e arrondissement. Le second, plus modeste, l'attendait à Montmartre, dans des appartements étroits aux murs chargés de souvenirs. Dans chacun de ces lieux, Claire devenait transparente, effaçant les traces de vie des autres sans jamais laisser les siennes. La maison de la rue de la Faisanderie était différente. Majestueuse et silencieuse, elle appartenait à Étienne Vanroy, un homme que les journaux économiques évoquaient comme un mystère doré. Âgé de 37 ans, franco-belge, discret au point d'en être presque une légende dans le milieu des affaires, il apparaissait rarement, mais Claire avait appris à reconnaître la trace de sa présence. Une veste laissée sur un fauteuil, un parfum discret dans le couloir, une lumière oubliée dans la bibliothèque. Elle venait y travailler 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, entre 8 heures du matin et 3 heures de l'après-midi. La première fois qu'elle l'avait croisé, il s'était contenté d'un bref hochement de tête, un simple « bonjour » à peine murmuré. Depuis, leurs échanges n'étaient jamais allés au-delà de la plus stricte formalité. Il ne la regardait pas vraiment. Et Claire, habituée à ce genre d'invisibilité, ne s'en offusquait pas. Elle connaissait la maison par cœur, le bureau à l'étage où elle n'entrait qu'en l'absence du maître, la salle de bain en marbre, noire qu'elle récurait en silence, la cuisine rarement utilisée. Elle respectait les règles tacites, pas de questions, pas d'indiscrétion, efficacité et discrétion. Cela lui convenait. Plus elle passait inaperçue, plus elle se sentait à l'abri. Pourtant, cette invisibilité avait un poids. Le soir, en rentrant, elle s'asseyait sur son lit défait, feuilletait ses manuels de soins infirmiers et se demandait si le monde finirait un jour par voir autre chose en elle que des mains agiles et un balai bien tenu. Elle ne se plaignait pas, mais parfois, dans les silences entre 2 stations de métro, dans les couloirs trop propres, elle rêvait d'une vie où sa voix compterait, où ses mots auraient un poids. Son quotidien était réglé avec une précision, presque militaire. Le matin, nettoyage dans le 16e. L'après-midi, petit déjeuner tardif et sieste courte. Le soir, cours au centre technique du boulevard Barbès où elle écoutait, prenait des notes et se battait contre le sommeil. Les week-ends, elle reprenait des heures chez des clients réguliers ou s'occupait de sa mère malade à Lille par téléphone. Elle économisait chaque centime, évitait les restaurants, les vêtements neufs, les sorties inutiles. Tout allait dans son fonds personnel pour le diplôme qui, elle en était sûre, lui ouvrirait une nouvelle vie. Les rares moments où elle se permettait un soupçon de légèreté étaient les appels avec sa sœur aînée, installée à La Haye. Les 2 femmes échangeaient en néerlandais, une langue qu'elles avaient maîtrisée enfant, après un long séjour familial à Utrecht. C'était leur code secret, leur façon de se rappeler que, même dans la grisaille, il existait des souvenirs lumineux. Et puis il y avait l'Étienne, silencieux, distant, presque une statue dans sa propre maison. Parfois, Claire surprenait son regard sur elle, bref et indéchiffrable. Elle n'y prêtait pas attention. Il avait sûrement autre chose à penser que la présence d'une femme de ménage, aussi discrète soit-elle. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que cet équilibre fragile était sur le point de se fissurer, et que le regard apparemment indifférent de son employeur cachait peut-être quelque chose de bien plus complexe que la simple politesse. Le vendredi suivant, Claire franchit, comme à son habitude, le portail noir de la maison de la rue de la Faisanderie à 8 heures précises. La pluie tombait mollement sur les pavés, noyant les contours familiers dans une lumière gris-perle. Elle tapota ses bottes contre le seuil, essuya rapidement ses lunettes, puis entra, après avoir entendu le discret déclic électronique de la porte d'entrée.
À l'intérieur, tout était silencieux, comme toujours. Étienne Vendroy n'était jamais présent à cette heure-là. Elle commença sa routine par la cuisine comme chaque fois. Mais ce jour-là, un détail anodin dérangea l'ordre établi. En remontant de la buanderie où elle avait lancé une lessive, elle trouva une porte entr'ouverte, celle du bureau. Habituellement fermée, elle l'était toujours quand Étienne n'était pas là. Une simple erreur, pensa-t-elle. Il avait dû oublier de la fermer à clé. Elle hésita, un pas en avant, un autre en arrière. Ce n'était pas dans ses habitudes de déroger à la règle, mais un linge oublié ou un cendrier plein pouvait être mal vu par les propriétaires, surtout dans ce genre de maison. Après une dernière hésitation, elle poussa la porte. La pièce immense était baignée d'une lumière douce, filtrée par de lourds rideaux de velours gris. Une odeur légère de cuir et de papier flottait dans l'air. Elle jeta un œil rapide. Tout semblait en ordre. Elle s'apprêtait à reculer quand elle trébucha sur le bord d'un tapis épais. En cherchant à retrouver son équilibre, son bras heurta le coin d'un bureau bas, et un carnet posé à la lisière tomba au sol. Claire s'agenouilla précipitamment. Elle ramassa l'objet, un carnet noir à la couverture rigide, et le rouvrit, pour retrouver la page exacte. Mais en l'espace d'un souffle, ses yeux accrochèrent une série de mots, griffonnés à l'encre bleue, à moitié effacés. Claire, lundi, phase 2, confirmée validation. Elle resta figée. Son prénom inscrit là dans un bureau où elle n'avait jamais été invitée à entrer. Le carnet tremblait légèrement entre ses doigts. Qui d'autre dans cette maison pouvait se prénommer Claire? Elle le referma brusquement, le reposa exactement où il était tombé et sortit de la pièce en refermant la porte sans bruit. Tout son corps était parcouru d'un frisson qu'aucun courant d'air ne justifiait. Pendant le reste de la matinée, elle nettoya méthodiquement. Mais son esprit ne cessait de revenir à cette phrase. Elle tenta de se rassurer. Il existait des milliers de Claire à Paris. Peut-être une collaboratrice, une ancienne employée, une cousine. Mais la mention du lundi... Que pouvait-il bien se passer lundi? Et pourquoi y avait-il une notion de phase? Rien ne tenait debout. Pourtant, elle n'osa pas poser de questions. Ce genre d'univers n'était pas le sien. Elle n'avait pas le droit d'en faire partie, même par curiosité. À midi, alors qu'elle astiquait les poignées dorées du grand escalier, la porte d'entrée claqua. Étienne venait d'entrer. C'était rare à cette heure-ci. Très rare. Claire, prise d'un doute inexplicable, se redressa, le dos droit. Il gravit les marches sans la regarder, les mains dans les poches de son manteau en cachemire anthracite. Mais juste avant de disparaître dans le couloir du premier étage, il tourna légèrement la tête. « Bonjour Claire, tout va bien aujourd'hui ?» Elle sursauta presque. Jamais il ne l'avait abordée autrement que par une politesse impersonnelle. Elle répondit d'un ton prudent. « Oui, monsieur, tout est en ordre. » Il acquiesça et disparut. Mais elle savait qu'il avait perçu quelque chose. Son trouble, son hésitation. Il n'était pas du genre à parler inutilement, encore moins à offrir des salutations si cela n'était pas nécessaire. Ce changement minuscule, dans le rythme habituel, suffisait à faire vaciller la barrière de sécurité qu'elle s'était construite. Elle termina son service à 3 heures de l'après-midi. Cette fois, en quittant la maison, elle jeta un dernier regard vers la fenêtre du bureau, dont les rideaux étaient désormais tirés. En descendant la rue, la phrase du carnet se répétait dans sa tête comme une ritournelle. Phase 2, confirmée validation. Le lundi suivant arriva avec une tension sourde. Claire tenta de suivre sa routine habituelle, mais chaque geste semblait désynchronisé. Elle réécouta sans l'entendre les leçons enregistrées, manqua sa correspondance, oublia son déjeuner. À 8 heures précises, elle était devant le portail noir et cette fois, elle le franchit avec la conscience aiguë qu'elle marchait sur un fil. Tout dans la maison était comme d'habitude. Mais Étienne était là, déjà installé dans le salon, une tasse de café à la main. Il la salua d'un mouvement de tête et au lieu de remonter dans son bureau, il resta là, en silence. À l'observer, Claire, qui s'attendait à être seule, sentit son cœur battre plus vite. Elle continua de nettoyer, évitant soigneusement son regard, mais elle sentait ses yeux sur elle. À un moment, il se leva, s'approcha, et sans un mot lui tendit un dossier fermé. « Cela vous concerne, Claire, vous pouvez l'ouvrir. » Elle le prit, les doigts raides. Le dossier était mince. À l'intérieur, une feuille imprimée avec un en-tête officiel. Un contrat.
à son nom. Elle lut les premières lignes, abasourdie. Offre d'intégration au programme privé Van Roy. Spécialisation soins et réhabilitation. Signature requise sous 7 jours. Étienne, toujours silencieux, reprit la parole après un moment. Vous avez des compétences que vous sous-estimez. Ce programme est conçu pour des gens comme vous. Je l'ai créé pour redéfinir la manière dont nous formons nos professionnels du soin. Vous êtes la première, point, Claire, pétrifiée, ne parvenait pas à formuler la moindre phrase. Tout dans sa vie jusqu'ici avait été un combat contre l'invisibilité. Et voilà qu'on la voyait, qu'on l'avait remarquée, qu'on lui proposait autre chose que l'ombre. Mais à quel prix? Et pourquoi elle? Claire resta immobile un long moment, tenant le dossier entre ses mains comme s'il était fait de verre. Autour d'elle, le silence de la maison paraissait amplifier chaque battement de son cœur. Étienne Van Roy ne semblait pas pressé. Il s'était rassis, ses yeux rivés sur elle, comme s'il évaluait non pas sa réponse immédiate, mais la façon dont elle recevait l'information. C'était un test. Elle en était convaincue. Rien dans cette situation n'était spontané. Ce dossier n'était pas apparu par hasard. Tout avait été prévu, pesé, mesuré. Elle ouvrit de nouveau le document. Il y avait des termes qu'elle ne comprenait pas tous, mais l'essentiel était clair. Van Roy proposait une bourse complète, un logement dans un des appartements, géré par sa fondation, un mentorat personnalisé dans un programme expérimental pour soignants. L'initiative, selon ce qui était écrit, visait à combler les lacunes de formation chez des individus dotés d'un potentiel exceptionnel, mais sans ressources financières. Un projet philanthropique discret, confidentiel, presque secret, elle. Releva les yeux, enfin. « Pourquoi moi ?» Étienne ne répondit pas immédiatement. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre et resta un instant tourné vers l'extérieur. Puis il déclara d'une voix calme, « Parce que je vous observe depuis 1 an. Parce que vous êtes constante, précise, discrète. Parce que vous avez une force que vous ignorez. Et parce que, contrairement à la plupart, vous ne cherchez pas à attirer la lumière. Vous la portez en vous même sans le savoir. » Ces mots, prononcés avec une telle tranquillité, la frappèrent comme une vague glacée. Être observé. Pendant 1 an. Il ne s'agissait pas d'un simple hasard ni d'une générosité spontanée. Il y avait derrière cette proposition une démarche structurée, presque clinique. Elle ne savait pas si elle devait se sentir honorée ou violée dans son intimité. « Vous saviez pour mes études ?» demanda-t-elle, la voix plus sèche. « Je sais tout ce qu'il faut pour faire une évaluation complète. Votre dossier scolaire, vos absences, vos bulletins, vos horaires de travail, vos antécédents familiaux, et même vos objectifs. Vous êtes transparente avec le monde, Claire. Vous ne savez juste pas que certains vous regardent. » Elle se rassit lentement. Il ne s'excusait pas, il constatait. Comme s'il avait le droit de tout savoir, de tout prévoir. Elle repensa au carnet dans le bureau. La mention de la phase 2. Était-elle une expérience? Une cobaye? Un projet? Elle voulait refuser par instinct, fuir cette maison, cette main tendue trop froide, trop méthodique. Mais une voix, en elle, plus profonde, plus ancienne, murmurait autre chose. Et si c'était vrai? Et si cette offre était la seule porte de sortie qu'elle aurait jamais? « Qu'est-ce que vous attendez en retour ?» demanda-t-elle, la mâchoire contractée. Étienne se retourna enfin vers elle. Son regard était droit, presque brutal dans sa franchise. « Que vous réussissiez, rien d'autre. Le programme est structuré. Il ne tolère ni médiocrité ni abandon. Vous serez logé, nourri, accompagné. Mais vous devrez donner tout. Et si vous échouez, tout s'arrêtera. » Claire savait ce que cela signifiait. Aucun filet de sécurité. Pas de deuxième. Chance. Elle baissa les yeux vers le contrat, le feuilleta encore. Les dates étaient claires. La signature devait être rendue avant le lundi suivant. 7 jours. 1 semaine pour décider si elle abandonnait tout ce qu'elle connaissait, même si ce tout se résumait à peu, pour plonger dans une structure dont elle ignorait encore tout. Elle rangea les feuilles dans le dossier, ferma la pochette et la glissa dans son sac. Étienne acquiesça, comme si cela suffisait pour clore l'échange. Aucun mot d'adieu, aucun encouragement. Elle reprit son travail, nettoyant les pièces comme à l'accoutumée, mais l'esprit ailleurs, très loin. Chaque objet semblait différent, chaque pièce étrangère. Le confort apparent de la maison cachait désormais autre chose, une mécanique, une précision, un œil toujours ouvert. En sortant de la maison ce jour-là,
Elle croisa un homme qu'elle n'avait jamais vu. Grand, cheveux gris, lunettes épaisses, costume impeccable. Il portait une mallette en cuir noir. Il la salua d'un hochement de tête, poli mais sans chaleur. Elle répondit par réflexe. Il entra sans sonner. La porte se referma doucement derrière lui. Le week-end suivant, Claire ne parvint pas à se détendre. Même lorsqu'elle parlait avec sa sœur, même en écoutant les messages vocaux de sa mère, même en révisant ses cours. Le dossier restait posé sur sa table, fermé, comme un animal en sommeil. Elle hésitait à en parler à quelqu'un, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas. Le document portait une clause de confidentialité stricte. Tout devait rester entre elle et Van Roy. Le dimanche soir, elle alla marcher seule, dans les rues calmes du 18e arrondissement. Elle pensait à toutes les femmes de ménage qu'elle croisait chaque jour, à toutes celles qui, comme elle, disparaissèrent dans les marges, sans jamais qu'on leur tende la main. Pourquoi elle? Était-ce de la chance, une manipulation, une dette à venir? Étienne n'avait rien promis de Claire. Il n'avait fait que constater son potentiel, comme un investisseur miserait sur une entreprise émergente. Elle n'était pas sûre d'aimer ce regard-là, mais elle ne pouvait pas nier ce que cela représentait. Une chambre chauffée, des pâtes, livres gratuits, un mentor, des soins médicaux, des horaires dédiés à l'étude, une sortie, une vraie. Elle repensa à sa mère, aux factures, aux trajets interminables, aux repas sautés. Elle pensait aussi à sa propre voix, à tout ce qu'elle n'avait jamais osé demander. Le lundi suivant, elle retourna à la maison de la rue de la Faisanderie, le dossier signé dans son sac. Elle le tendit à Étienne sans un mot. Il ne demanda rien. Il ouvrit, vérifia la signature, hocha la tête, puis, lentement, il glissa une petite carte blanche dans sa main. « Vous commencez lundi prochain. Voici l'adresse du logement. Vous y serez transféré dimanche. Préparez-vous. » Claire prit la carte. Sur le papier épais, en lettres élégantes, une adresse à Neuilly-sur-Seine. Rien d'autre. Pas de logo, pas de téléphone. Juste un lieu. Elle sortit de la maison en tremblant légèrement. Elle venait de faire un pacte silencieux. Elle venait d'entrer dans un monde dont elle ne connaissait encore ni les règles ni les limites. Mais elle savait une chose. À partir de ce moment, rien ne serait plus jamais pareil. Le dimanche suivant, à 6h30 du matin, Claire se tenait devant l'immeuble indiqué sur la carte. Neuilly-sur-Seine dormait encore, enveloppé d'un silence précieux et ouaté. Les rues impeccablement propres, les arbres parfaitement taillés, les devantures sans fioritures, exhalaient un ordre presque irréel. L'adresse la conduisait à un bâtiment de 5 étages en pierre claire, sans aucune enseigne visible. Pas de concierge, pas d'interphone. Juste une porte noire avec une fente discrète où elle glissa la carte qu'Étienne lui avait remise. Une déclic se fit entendre. Elle poussa la porte, entra dans un hall immaculé. Pas de réception, pas de caméra visible, pas de bruit. Un ascenseur unique l'attendait au fond du couloir. Elle monta jusqu'au 4e étage, guidée par un panneau lumineux qui afficha son nom en lettres blanches. Claire Dumas, appartement 4B. Lorsqu'elle pénétra dans son nouveau logement, elle resta figée quelques instants, saisie par l'étrangeté du lieu. L'appartement était spacieux, meublé de façon minimaliste mais élégante. Des murs blancs, des rideaux en lin, des meubles en bois clair. Une chambre, une cuisine entièrement équipée, un petit bureau, une salle de bain aux finitions, impeccable. Pas un seul objet personnel. Pas de cadre, pas de livre, pas de miroir mural. Tout semblait prêt à accueillir un locataire, mais rien n'indiquait une quelconque chaleur humaine. Sur la table du salon, un nouveau dossier l'attendait. Plus fin que le précédent, mais tout aussi solennel. À l'intérieur, un emploi du temps hebdomadaire, une carte d'accès multifonction, un téléphone déjà paramétré et un carnet noir. En haut de la première page, une phrase manuscrite. L'apprentissage commence par le silence. Claire lut chaque page avec une attention fiévreuse. Les règles étaient les strictes. Réveil à 6 heures, présence obligatoire au centre de formation à 7h30 précise. Pas de communication. Extérieur pendant les heures de cours. Carnet à remplir quotidiennement. Tout retard serait considéré comme un manquement. 3 manquements entraînaient une suspension immédiate du programme. Le centre de formation se trouvait à 10 minutes à pied. Elle devait s'y rendre seule, sans accompagnement, et n'utiliser aucun transport public. Le règlement stipulait que la discrétion était essentielle.
Elle ne devait pas discuter du programme avec des tiers, pas même avec sa famille. Chaque soir, elle devait envoyer un rapport par l'application du téléphone fourni, résumant ses apprentissages, ses difficultés et son état émotionnel. Le lundi matin, à 6 heures, une alarme discrète se déclencha dans sa chambre. Claire se leva immédiatement, comme si son corps avait intégré les nouvelles règles en une nuit. Elle se lava, s'habilla d'une tenue sobre, pantalon noir, chemise blanche, et sortit sans bruit. Le quartier s'éveillait lentement. Les trottoirs brillants de rosée, le murmure des moteurs au loin, tout semblait orchestré dans un ballet calme et précis. Le centre de formation était un bâtiment discret, encastré entre deux immeubles, résidentiel. Une façade en béton brut, une porte sans inscription, un scanner facial pour l'entrée. Claire sentit une tension monter en elle lorsqu'elle plaça son visage devant le capteur. Un bip léger valida son accès. Elle entra. À l'intérieur, le décor était aussi froid qu'efficace. Des couloirs blancs, des salles vitrées, des pupitres individuels. Tout respirait la rigueur. Une femme l'attendait dans le hall. Elle portait une blouse grise et des lunettes fines, ses cheveux tirés en un chignon impeccable. « Claire Dumas, bienvenue. Je suis Marielle, votre tutrice référente. Venez, aucune chaleur dans la voix, mais pas de dureté non plus, juste une neutralité méthodique. » Marielle la guida vers une salle au fond du couloir. Une dizaine de jeunes gens étaient déjà installés. Tous silencieux, tous concentrés sur des écrans ou des documents. Personne ne leva les yeux à son arrivée. « Voici votre poste. Le matériel est déjà synchronisé avec votre identifiant. Nous commençons dans 5 minutes. » Claire s'assit, les mains légèrement tremblantes. L'écran s'alluma automatiquement, affichant une interface intuitive. Le premier module portait sur les soins de premier secours avancés. Une voix synthétique donna le signal du début de session et chacun mit ses écouteurs. Plus aucun bruit, juste le bourdonnement léger des respirations concentrées. La journée se déroula dans une intensité que Claire n'avait jamais connue. Pas de pause longue. 30 minutes pour déjeuner, seule dans une salle dédiée. Aucun échange autorisé entre les participants. L'après-midi, une session de simulation en réalité augmentée les confronta à des situations d'urgence. Hémorragie, fractures ouvertes, arrêt respiratoire. Le réalisme était tel que Claire sentit plusieurs fois son estomac se contracter. Mais elle tint bon. À 17 heures, la voix synthétique annonça la fin de la journée. Chacun se leva, rendit son matériel et quitta le centre sans un. De retour à l'appartement, Claire s'écroula sur le canapé. Son dos la lançait, sa tête bourdonnait, mais une partie d'elle était étrangement vivante. Jamais elle n'avait été poussée aussi loin, aussi vite. Elle ouvrit le carnet noir, commença à écrire. Elle y nota tout, ses impressions, ses erreurs, ses intuitions. Elle sentit que ce carnet allait devenir son seul confident. Les jours suivants suivirent la même structure, implacable et précise. Chaque module ajoutait un nouveau niveau de complexité. Anatomie, pathologie, soins psychologiques, urgences, procédures techniques. Chaque soir, elle rédigeait son rapport. Chaque matin, elle recommençait, sans savoir si elle tiendrait. Une semaine, un mois, un trimestre. Elle croisa parfois certains de ses collègues dans les couloirs du centre ou dans le quartier, mais jamais un mot ne fut échangé. Les regards étaient fuyants, les gestes rares, comme si chacun portait en lui un pacte silencieux, une promesse invisible. Claire comprit que la solitude faisait partie de la formation. L'isolement n'était pas un défaut du programme, c'était une condition. Et pourtant, au cœur de cette structure rigide, elle commença à sentir une transformation. Elle rêvait moins de fuite. Son corps, habitué à l'épuisement, devenait plus solide. Son esprit, acculé de toutes parts, trouvait, dans la discipline, une forme inattendue de liberté. Elle n'était plus invisible. Elle était en formation. Elle était quelqu'un en devenir. Un soir, alors qu'elle rédigeait son rapport, une notification apparut sur l'écran de son téléphone. Entretien personnel, samedi, 10 heures, bureau 2F, Monsieur Van Roy. Aucune autre indication, juste un rendez-vous. Elle sentit son cœur ralentir, comme si une brume descendait sur ses pensées. Elle savait que cette rencontre ne serait pas anodine. Rien ne l'était jamais, avec Étienne Van Roy. Le samedi matin, à 9h45, Claire se tenait devant la porte du bureau 2F. Le couloir, aussi aseptisé que le reste du centre, exhalait une odeur subtile d'antiseptique et de cuir neuf. Elle ajusta machinalement les manches de sa chemise blanche.
lissa son pantalon sombre et inspira lentement. Son cœur battait à un rythme contenu, mais chaque pulsation résonnait avec une intensité inhabituelle. Elle se savait observée. Depuis son arrivée, elle avait ressenti cette attention constante, silencieuse mais pesante. Elle toqua une fois. Une voix grave, immédiatement reconnaissable, répondit « Entrez ». Elle ouvrit la porte. La pièce était sobre, fonctionnelle, sans décoration superflue. Une grande table en verre, 2 fauteuils en cuir, une bibliothèque fermée. À l'autre bout de la pièce, Étienne Van Rooij se leva. Il portait une chemise anthracite sans cravate, le col ouvert, et son regard, toujours aussi précis, s'ancrant directement dans celui de Claire. « Asseyez-vous » dit-il simplement. Elle s'exécuta sans mot dire. Il laissa quelques secondes s'écouler, comme s'il testait son seuil de tolérance au silence. Puis il ouvrit un dossier beige posé devant lui. Il ne regardait plus Claire, mais ses notes. Lorsqu'il parla enfin, sa voix n'exprimait ni jugement ni encouragement, seulement une forme d'évaluation rigoureuse. Vos résultats sont au-dessus de la moyenne. Vos réactions en simulation sont précises, rapides. Vos rapports quotidiens sont clairs. Cependant, il marqua une pause, referma le dossier et croisa les mains sur la table. Il y a une absence de questionnement. Vous ne demandez rien. Vous ne cherchez pas à comprendre le fonctionnement du programme, ni ses finalités. Vous exécutez. Ce comportement est intéressant, mais aussi potentiellement problématique. Pourquoi ne posez-vous aucune question, Claire ? Elle ne répondit pas immédiatement. Elle soutint son regard, cherchant les bons mots, consciente que chaque syllabe pèserait dans sa balance. Parce que je n'ai pas encore compris si les réponses me seraient utiles ou si elles changeraient quoi que ce soit à ma présence ici. Étienne inclina légèrement la tête, sans sourire. Une reconnaissance silencieuse. Il tapota du doigt le dossier. Réponse acceptable. Mais sachez que le programme n'est pas conçu pour les exécutants dociles. Il est fait pour ceux qui cherchent à transcender la structure, pas seulement la subir. Il se leva, fit quelques pas, les mains dans les poches. Son ton changea imperceptiblement. Moins analytique, plus personnel. Vous êtes ici parce que vous représentez un point d'équilibre rare. Vous avez connu l'effort, la précarité, l'abnégation. Vous possédez une force que les autres, ici, n'ont qu'en théorie. C'est ce que je veux éprouver. Pas uniquement vos compétences techniques, mais votre capacité à maintenir votre intégrité dans un système exigeant, parfois injuste. Il s'arrêta devant la fenêtre, regardant sans voir les toits de Neuilly. La plupart échoueront, pas à cause d'un manque d'intelligence, mais parce qu'ils ne comprendront pas le but réel du programme. Ce n'est pas un cursus, c'est une sélection. Claire sentit un frisson lui remonter la colonne. Ce mot « sélection » sonnait différemment dans sa bouche, comme une lame sous un gant de velours. Étienne se retourna vers elle. Il n'y a pas de diplôme, pas de certification publique. Ceux qui vont au bout se voient offrir une place que nul autre ne pourra réclamer. Ceux qui échouent repartent sans trace, sans explication. Vous devez décider dès maintenant si vous êtes prête à aller jusqu'au bout, sans garantie, sans reconnaissance extérieure. Elle sentit une tension se resserrer autour de son estomac, mais sa voix resta ferme. « Je suis prête. » Un silence épais suivit, presque solennel. Étienne s'approcha, déposa une enveloppe noire devant elle. « Alors voici votre premier test réel. Demain, à 7 heures du matin, vous serez conduite dans un hôpital partenaire. Vous intégrerez pendant 1 semaine une unité de soins intensifs, incognito. Vous n'aurez pas le droit de révéler votre identité réelle. Vous serez évalué à chaque geste, chaque décision, chaque interaction. Vous serez seul. Si vous échouez, vous serez exclu. Si vous réussissez, vous passerez à l'étape suivante. » Claire prit l'enveloppe. Son nom était inscrit à la main, en lettres nettes. Aucun cachet, aucune autre indication. Elle la glissa dans son sac, se leva et s'inclina légèrement. « Merci, monsieur. » Étienne ne répondit pas. Elle sortit, referma la porte derrière elle, le cœur battant à tout rompre. Le couloir lui parut soudain plus long, plus étroit. Chaque pas résonnait dans sa tête comme un compte à rebours silencieux. Le soir venu, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une carte d'identité temporaire, au nom de Camille Renaud, un badge de stagiaire, une fiche de mission et une clé. Le dossier indiquait l'adresse de l'hôpital,
un centre de soins pluridisciplinaire situé dans le Free, 15e arrondissement. Elle devait s'y présenter à 7 heures précises, en tenue de soignante. Elle prépara un petit sac, rangea ses affaires avec soin, puis s'allongea sans réussir à trouver le sommeil. Toute la nuit, elle passa en revue ses connaissances, ses gestes appris, les modules étudiés. Mais au fond d'elle, ce n'était pas la technique qui l'inquiétait. C'était l'isolement. Être plongée dans un monde réel, sans repères, sans filet, sans pouvoir dire qui elle était ni pourquoi elle était là. Le lendemain, à 6 heures, elle quitta l'appartement. Le ciel était gris, le jour à peine levé. Elle arriva devant l'hôpital avec une avance de 10 minutes. L'accueil lui indiqua le service, sans sourciller. Personne ne posa de questions. Elle enfila sa blouse, attacha ses cheveux, fixa son badge au col. Elle n'était plus Claire Dumas. Elle était Camille Renaud, stagiaire en soins d'urgence. Lorsqu'elle entra dans l'unité, le vacarme, les alarmes, les appels résonnèrent comme un coup de massue. Une infirmière lui fit un signe rapide. « Tu tombes bien, on manque de bras. Salle 3. Le patient a fait un arrêt pendant la nuit, il est sous surveillance étroite. Fais vite !» Et, sans plus de formalité, elle fut projetée dans le chaos contrôlé de la médecine réelle. Claire serra les dents, s'approcha du lit du patient et commença. Le premier jour à l'hôpital se déroula comme un tourbillon. Dès son entrée dans la salle 3, Claire sentit le choc de la réalité se heurter à tout ce qu'elle avait appris dans les modules théoriques. Le patient, un homme âgé, était branché à une série d'appareils qui clignotaient en cadence avec le rythme saccadé de son souffle. Une infirmière lui tendit un plateau d'instruments stérilisé, sans même la regarder. Claire enfila ses gants, observa les gestes de ses collègues et imita sans hésitation. Elle comprit vite que personne ici n'avait le temps de former une stagiaire. Il fallait apprendre sur le tas, survivre à la cadence et surtout, ne pas commettre d'erreurs. La journée défila sans qu'elle ne voie le temps passer. Elle courut d'une salle à l'autre, changea des perfusions, désinfecta des plaies, aida au déplacement des patients. Le rythme était brutal. À midi, elle eut 5 minutes pour avaler un sandwich en salle de pause, les mains encore imprégnées d'odeurs d'antiseptiques. Personne ne lui adressa plus que quelques mots fonctionnels. On la testait, on la jaugeait. Sa fausse identité tenait bon. Mais chaque fois qu'on prononçait « Camille », une part d'elle frémissait, comme si elle volait une place à quelqu'un d'autre. Le deuxième jour commença par une urgence. Un jeune homme victime d'un accident de trottinette était amené en état critique. Hémorragie interne suspectée. L'équipe s'agitait autour de lui, une tension presque électrique remplissait l'air. Claire se retrouva chargée de préparer une injection d'adrénaline. Ses doigts tremblaient légèrement, mais elle se força à respirer profondément, à se concentrer uniquement sur le geste. L'injection fut réalisée sans accroc, et l'infirmière en charge lui adressa enfin un regard direct, un hochement de tête presque imperceptible. Ce simple signe fut pour elle un soulagement immense. Elle appartenait pour la première fois à ce monde, même temporairement. Les jours suivants ne furent qu'une suite de défis physiques et psychologiques. Elle découvrit la brutalité des fins de vie, la détresse des familles, la violence des crises, mais aussi des moments d'une douceur insoupçonnée. Une patiente qui lui serrait la main en pleurant de reconnaissance, un médecin qui lui confiait brièvement un mot d'encouragement, une infirmière qui lui tendait un café en silence à la fin d'un quart de travail épuisant. Chacun de ces instants agissait comme une encre dans le tumulte. Claire apprenait à encaisser, à s'endurcir, mais aussi à ne pas devenir froide. C'était un équilibre terrifiant. Le 4e jour, elle fit face à une situation qui la bouleversa profondément. Une femme enceinte de 7 mois fut admise en détresse respiratoire. Claire fut affectée au soutien logistique de l'intervention. Elle resta en retrait, observant le balai rapide et précis des soignants. Mais à un moment, tout sembla basculer. L'un des appareils montra des signes d'anomalie. Claire, qui l'avait vérifié quelques minutes auparavant, sentit la panique monter. Elle indiqua immédiatement le dysfonctionnement à la sage-femme. Grâce à cette alerte rapide, une intervention vitale fut déclenchée. L'enfant put être sauvé. La mère, elle, resta en observation dans un état critique. Plus tard, dans les vestiaires, Claire resta seule, incapable de retenir ses larmes. Ce n'était pas la fatigue, ce n'était pas la pression. C'était la première fois qu'elle comprenait vraiment ce que signifiait avoir la vie de quelqu'un entre les mains.
Ce n'était plus un exercice, une simulation, un concept. C'était une chair, un souffle, un cœur qui battait grâce à un geste, une vigilance, une décision. Elle comprit à cet instant qu'elle ne serait plus jamais la même. Elle comprit aussi pourquoi le programme était structuré de manière si froide. Pour atteindre cette prise de conscience, il fallait d'abord être vidé de tout confort, de toute certitude. Le 6e jour, alors qu'elle s'apprêtait à quitter l'unité, après une garde de 12 heures, une enveloppe l'attendait dans son casier. Aucun nom, aucun sceau. À l'intérieur, une simple phrase imprimée. Retour demain, même heure, salle des décisions. Aucun doute possible. L'évaluation finale approchait. Elle dormit à peine cette nuit-là. Les événements de la semaine défilaient, en boucle dans sa tête. Elle révisait mentalement chaque geste, chaque mot, chaque expression échangée. Elle savait qu'elle serait observée, qu'elle le fut déjà sans s'en rendre compte. Mais elle ignorait selon quels critères elle avait été jugée. Le 7e jour, à 7 heures du matin, elle entra dans la salle indiquée. Contrairement aux autres pièces de l'hôpital, celle-ci était plongée dans une pénombre mesurée, avec une lumière douce tombant d'un plafonnier central. Au centre de la pièce, une table ovale, 6 sièges, 5 déjà occupés. Étienne Van Roy se tenait au bout, les doigts croisés devant lui. Les autres étaient des inconnus, mais chacun portait une blouse ou un badge révélant un rôle médical d'importance. Aucun mot ne fut échangé lorsqu'elle entra. Elle s'assit à la place vide. Étienne prit la parole. « Claire Dumas, vous avez terminé la première phase du programme. Ce conseil est réuni pour déterminer si vous êtes apte à poursuivre. » Il se tourna vers une femme à sa droite. Elle prit la parole à son tour. « Nous avons observé votre comportement, vos décisions, votre capacité d'intégration, votre maîtrise technique. Vous n'avez commis aucune faute grave. Votre alerte sur le moniteur du jour 4 a été déterminante. Vous avez agi vite, sans attendre d'autorisation. C'est ce que nous recherchons. » Un autre membre du conseil intervint. « Cependant, vous n'avez posé aucune question sur les protocoles. Vous n'avez pas cherché à comprendre la hiérarchie. Ce peut être un signe d'intelligence ou de soumission. Cela reste à clarifier. » Claire garda le silence. Elle savait que toute réponse hâtive serait interprétée. Étienne la fixa un instant, puis reprit. « Claire, nous allons vous poser une question unique. Votre réponse déterminera votre avenir dans ce programme. Pourquoi voulez-vous continuer ?» Elle inspira profondément. Puis, sans détour, déclara « Parce que j'ai découvert quelque chose de plus fort que la peur. J'ai découvert ce que c'est que d'être utile, vraiment. Et je ne veux plus vivre sans ce sentiment. » Un long silence suivit. Le regard d'Étienne s'éclaircit légèrement. Il hocha la tête. Réponse reçue, décision, poursuite. Autorisé. La salle se vida lentement. Aucun mot d'encouragement, aucune félicitation. Étienne resta seul avec elle. Le vrai programme commence maintenant. À partir de demain, vous serez transféré dans la section fermée. Le reste, vous le découvrirez sur place. Elle se leva. Était-ce du soulagement? De la peur? Elle ne savait pas. Mais une chose était certaine. Ce qu'elle venait de vivre n'était qu'un prélude. Le véritable cœur du labyrinthe s'ouvrait devant elle. Le transfert vers la section fermée se fit dans un silence absolu. Le lendemain matin, à 5 heures précises, un véhicule noir attendait Claire devant son immeuble. Le chauffeur, vêtu d'un uniforme sobre, ne lui adressa pas la parole. Il ouvrit simplement la portière et elle s'installa sur la banquette arrière. Le trajet dura environ 1 heure. Ils quittèrent Paris, traversèrent plusieurs zones industrielles, puis empruntèrent une route bordée de forêts épaisses. À mesure que le paysage devenait plus sauvage, Claire sentit son appréhension croître. Le téléphone fourni par le programme avait été confisqué la veille. Aucun moyen de contact, aucun repère géographique, aucune information préalable. Elle n'était plus stagiaire. Elle était en immersion totale. Le véhicule s'arrêta devant un portail en métal brossé, haut de plusieurs mètres. Des caméras, des détecteurs et un petit poste de sécurité bordaient l'entrée. Le chauffeur descendit, échangea quelques mots avec l'agent de garde, puis revint ouvrir la portière. Claire sortit, son sac à la main. Elle franchit le portail sans un mot, et il se referma derrière elle dans un bruit sourd. Une femme l'attendait quelques mètres plus loin. Elle était grande, la quarantaine, regard tranchant, blouse noire. Elle ne se présenta pas. « Suivez-moi ».
Elles empruntèrent un long couloir souterrain éclairé par une lumière artificielle et continue, puis débouchèrent sur une zone circulaire composée de 6 portes numérotées. La femme désigna la porte numéro 4, votre chambre. Vous y serez confiné hors des heures de formation. Toute sortie non autorisée entraînera votre exclusion immédiate. Vous êtes ici pour apprendre, pas pour comprendre. Vos questions ne sont pas interdites, mais elles ne recevront pas nécessairement de réponse. Claire entra dans la pièce. La chambre était monacale. Un lit simple, un lavabo, une armoire intégrée, un petit bureau vissé au sol. Aucun miroir, aucun objet décoratif. Sur le lit, une tenue grise pliée, une paire de chaussures et un carnet identique à celui qu'elle utilisait auparavant. À côté, un badge portant un nouveau code. D4. Son nom n'y figurait plus. Juste cette désignation impersonnelle. À 7 heures, un haut-parleur intégré annonça le début de la journée. Claire rejoignit les autres participants dans une salle de réunion centrale. Ils étaient 6 en tout, chacun identifié par un code similaire. Aucun visage ne lui était familier. Tous portaient la même expression fermée, le même silence, résigné. Un homme entra. Il portait une blouse blanche, mais sa prestance trahissait une autorité bien supérieure à celle d'un simple formateur. « Bienvenue dans la section fermée. Ici, vous n'apprendrez pas à soigner, mais à décider. La médecine, dans son essence, n'est pas un acte de compassion, c'est un acte de pouvoir. Qui mérite d'être soigné? À quel coût? Avec quelles ressources? C'est ce que vous allez apprendre ici. » Claire sentit une tension sourde envahir la salle. Ce discours allait à l'encontre de tout ce qu'elle avait cru jusque-là. Pourtant, personne ne broncha. Le formateur poursuivit. « Chaque semaine, vous serez confronté à des situations simulées, mais parfaitement réalistes. Les scénarios sont inspirés de cas réels. Vos décisions auront des conséquences, non pas sur des patients, mais sur vous. Chaque erreur, chaque hésitation sera sanctionnée, non par une note, mais par une privation, un isolement ou un redémarrage complet du module. Il n'y a pas de second essai ici. La première simulation eut lieu le jour même. Claire fut placée dans une salle d'observation, seule, face à 3 dossiers médicaux. Chaque dossier représentait un patient en situation critique. Elle disposait de 30 minutes pour décider lequel recevrait un traitement vital, lequel serait stabilisé et lequel serait laissé en soins palliatifs. Il n'y avait pas de bonne réponse. Chaque option impliquait une perte, une injustice, une conséquence irréversible. Elle analysa les données, les antécédents, les probabilités de survie. Elle choisit en fonction de la logique, du ratio bénéfice-risque, tentant d'éteindre toute émotion. À la fin du temps imparti, une voix retentit dans la pièce. Décision enregistrée. Conséquence, suppression des privilèges de communication. Pour 24 heures, aucune explication, aucune justification. Claire retourna dans sa chambre, sans savoir si sa réponse avait été la bonne, ni si l'objectif était d'être rationnel, humaine ou stratégique. C'était le premier d'une série de tests qui allèrent se succéder avec une intensité croissante. Les jours suivants furent marqués par une alternance de simulations, de phases d'isolement et de courtes formations en éthique, souvent données par des spécialistes qui ne donnaient pas leur nom. On leur parlait de triage de guerre, de médecine pénitentiaire, de gestion des ressources en zone de catastrophe. Chaque module venait remettre en cause une certitude. Chaque phrase prononcée semblait conçue pour fissurer leur humanité, pour la reconstruire autrement. Un soir, après une simulation particulièrement difficile impliquant des enfants en situation d'abandon médical, Claire resta prostrée dans sa chambre pendant des heures. Elle refusait de dormir, refusait de pleurer. Elle écrivait frénétiquement dans son carnet, tentant de comprendre ce qu'on attendait d'elle. Était-elle en train de devenir une meilleure soignante ou simplement un rouage obéissant d'un système sans visage? À la fin de la première semaine, une alerte lumineuse clignota au-dessus de sa porte. Elle devait se rendre dans la salle, tas d'évaluation. Lorsqu'elle entra, Étienne l'attendait. Il était seul, assis, l'air fatigué mais déterminé. « Asseyez-vous, D4. » Elle obéit. Il la regarda longuement. « Ce que vous vivez ici n'est pas un entraînement, c'est une sélection. Mais ce n'est pas vous que nous sélectionnons, c'est ce que vous êtes capable de devenir ou de rejeter. Il n'y a pas de place ici pour ceux qui cherchent à plaire. Il n'y en a pas non plus pour ceux qui veulent seulement survivre. Vous devez choisir.
plier ou transformer. Claire resta silencieuse. Étienne se leva, fit un tour lent autour de la pièce. La plupart des gens qui viennent ici repartent brisés. Vous êtes encore entière. Mais pour combien de temps? Tôt ou tard, vous devrez faire un choix qui détruira une partie de ce que vous êtes. Ce jour-là, ce sera votre véritable initiation. Il la fixa. Êtes-vous prête à continuer, même si cela signifie ne plus jamais revenir à celle que vous étiez? Elle hésita, une seconde, 2 peut-être. Puis répondit, « Je ne suis pas ici pour revenir. Je suis ici pour comprendre ce que je suis capable d'endurer. Et pourquoi ?» Un léger frémissement traversa le visage d'Étienne. Il acquiesça. Alors la deuxième phase commence demain. Claire retourna dans sa chambre avec une impression étrange. Elle venait de franchir une porte invisible sans en connaître la destination. Et il n'y aurait pas de retour en arrière. Lendemain matin, le réveil ne vint pas d'une alerte sonore ni d'une lumière artificielle. Claire fut tirée de son sommeil par un bruit métallique, le claquement sec de sa porte qui s'ouvrait sans avertissement. Une femme qu'elle n'avait jamais vue se tenait dans l'encadrement, vêtue d'un uniforme noir, dépourvue de badge, les traits figés. Sans un mot, elle fit un geste de la main, indiquant à Claire de la suivre. Elle obéit sans poser de questions, habillée déjà de sa tenue grise réglementaire, son carnet dans la poche. Les couloirs étaient déserts, le silence pesant. Elles ne croisèrent personne, pas même un bruit lointain. Après plusieurs minutes de marche, elles atteignirent une zone inconnue du complexe, située bien en dessous des niveaux qu'elle avait jusqu'alors explorés. Une lourde porte blindée fut déverrouillée par reconnaissance faciale. Derrière, un escalier étroit descendait en colimaçon, sans éclairage apparent. La femme lui tendit une lampe torche. « Descendez. Vous saurez quoi faire une fois en... » Bas Sinclair la regarda une seconde, puis obéit. Chaque marche grinçait sous son poids. L'air devenait plus froid, plus sec. Lorsqu'elle arriva au fond, une autre porte simple en bois brut se dressait devant elle. Elle poussa et entra dans une pièce nue, aux murs gris, éclairée uniquement par une ampoule suspendue au plafond. Au centre, une table. Et sur cette table, un dossier. À côté, un fauteuil. Claire s'approcha. Sur la couverture du dossier, son propre code, D4. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle découvrit un ensemble de documents classés méthodiquement. Transcription de ses rapports, extraits, de ses conversations dans l'unité hospitalière, compte rendu de ses simulations. Mais ce qui la saisit, ce fut la dernière section du dossier, un rapport détaillé sur un autre membre du programme, identifié par le code D2. Ce dossier contenait des informations précises, faiblesses émotionnelles, erreurs techniques, réactions au test, notes marginales prises par les évaluateurs. Un post-it manuscrit était accroché à la dernière page, analysé, évalué, classé, partenaire ou menace. Un haut-parleur grésilla au plafond, puis la voix d'Étienne se fit entendre, calme, distante. « Claire, ce que vous avez devant vous n'est pas un simple dossier. C'est la base d'un choix. D2 est votre binôme pour les prochaines phases du programme. Mais pour que cette coopération soit autorisée, vous devez justifier sa valeur ou recommander son exclusion. Ce test n'est pas seulement une évaluation de vos compétences analytiques. C'est un test de loyauté. Pas envers D2, envers le programme. Vous avez 1 heure. » Puis le haut-parleur se tut. Claire s'assit, le cœur serré. Ce qu'on lui demandait allait au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Elle devait trancher, pas dans la chair mais dans l'âme, évaluer un père, juger ses faiblesses, recommander peut-être sa suppression du programme. La logique lui dictait de suivre les instructions, de remplir l'évaluation comme un exercice. Mais une autre voix, plus sourde, plus intime, l'interrogeait. Et si c'était elle, dans ce dossier? Et si D2 était aussi perdu qu'elle, aussi incertain, aussi éreinté? Elle relut chaque ligne. Elle reconnut dans les mots les hésitations, les peurs, les élans de lucidité que seule une immersion complète pouvait produire. D2 avait montré des failles, mais aussi une forme rare de conscience morale. Une phrase la frappa. Tendance à vouloir protéger les autres, même en situation de danger pour lui-même. Une faiblesse ou une vertu? Tout dépendait de ce que le programme cherchait réellement à produire. Elle prit le stylo, écrivit méthodiquement ses observations. Elle ne le défendit pas. Elle ne le condamna pas. Elle choisit de restituer fidèlement ce qu'elle percevait. Un être en apprentissage
Ni partenaire fiable, ni menace imminente, mais un miroir possible de sa propre trajectoire. Elle termina son rapport par une phrase « D2 représente l'humanité ». Dans son état brut, ce n'est ni un atout immédiat, ni un danger certain, mais c'est une présence nécessaire pour éprouver la cohérence du système que vous prétendez bâtir. Elle referma le dossier, se leva, le déposa sur la table, puis attendit. La porte s'ouvrit au bout de quelques minutes. La même femme, que plutôt la récupéra sans un mot et la reconduisit dans sa chambre. Aucune remarque, aucun retour. Le silence. Encore. Elle resta assise pendant des heures, les pensées brouillées, les nerfs à vif. Ce test l'avait déstabilisée plus profondément que tous les autres, parce qu'il touchait à la racine de sa perception du bien et du mal, de la coopération et du sacrifice. Le soir, une lumière verte clignota au-dessus de sa porte. Cela signifiait qu'elle était autorisée à rejoindre la salle commune. Elle y retrouva les autres. D2 étaient là. Leurs regards se croisèrent une seconde. Il n'y avait ni gratitude, ni haine, juste une reconnaissance muette, comme deux survivants après un naufrage. Les jours suivants furent marqués par une nouvelle dynamique. Les exercices devinrent collaboratifs. Par groupe de 2, ils devaient affronter des situations de crise, simulées, où la coordination, la confiance et l'analyse étaient mises à rude épreuve. Claire et D2 fonctionnaient de manière étrange mais efficace. Peu de mots, beaucoup de gestes. Une entente fondée sur les silences. Un soir, après une session particulièrement éprouvante, D2 l'arrêta discrètement dans le couloir. « Je sais ce qu'ils t'ont montré sur moi. J'ai eu le même test sur un autre. Tu n'as pas recommandé mon exclusion. » Pourquoi ? Claire réfléchit un instant puis répondit « Parce que je ne crois pas qu'on doive juger un être humain sur une photographie figée de ses pires moments. Ce n'est pas ça la vérité. » D2 hocha lentement la tête. Il s'éloigna sans un mot de plus. À partir de ce jour, quelque chose changea dans le regard des formateurs. Claire sentait une attention accrue, un intérêt à peine voilé. Elle n'était plus une simple candidate. Elle devenait un élément stratégique, une pièce centrale dans un jeu dont les règles lui échappaient encore. Le programme, jusque-là abstrait, prenait une forme plus dense, plus politique. Le test de loyauté n'avait pas seulement évalué sa fidélité au protocole, il avait révélé sa capacité à équilibrer éthique et efficacité, froideur et lucidité. Et c'était précisément cela que le programme semblait vouloir. Non pas des soldats obéissants, mais des décideurs capables de naviguer dans la complexité morale. Mais Claire le comprit trop tard. En refusant de sacrifier un autre, elle avait peut-être scellé un pacte bien plus lourd. Celui d'assumer, à l'avenir, des choix encore plus terribles. Et cette fois, ce ne serait pas des simulations. Ce serait la vraie vie. Au début de la 3e semaine dans la section fermée, la structure du programme changea brutalement. Sans préavis, les horaires furent bouleversés, les repères effacés. Les réveils ne suivaient plus de logique régulière. Les repas, distribués aléatoirement, perdaient toute cohérence nutritionnelle. Certaines journées s'étiraient au-delà de 20 heures, tandis que d'autres semblaient comprimées en quelques instants d'activité désordonnée. Les participants n'étaient plus appelés par leur code habituel. Chaque matin, un nouveau surnom leur était attribué, parfois absurde, parfois humiliant. Claire, qui avait appris à s'ancrer dans les routines, sentit son esprit se fissurer. L'objectif était clair, déstabiliser, désorienter, défaire les personnalités pour en reconstruire d'autres. Plus souples, plus dociles, ou simplement plus adaptées à l'imprévisible. Les simulations ne portaient plus uniquement sur des décisions médicales, mais sur des dilemmes moraux d'une complexité inouïe. Un exercice consistait à assister en silence à la souffrance d'un patient simulé pour évaluer la capacité d'endurance émotionnelle. Un autre demandait de mentir consciemment à un autre stagiaire sur les résultats d'une épreuve pour mesurer l'aptitude à manipuler pour le bien supérieur. Claire tenta d'y résister, mais au fil des jours, la fatigue accumulée, les privations de sommeil, le bruit blanc diffusé en continu dans les couloirs, les lumières clignotantes et les changements de règles permanents commencèrent à éroder ses défenses. Elle oublia des mots simples, se surprit à répondre à un nom qui n'était pas le sien. Elle perdit la notion du temps, parfois même de son propre corps. Des douleurs diffuses apparaissaient, disparaissaient, revenaient. Ses rêves, lorsqu'elle réussissait à dormir, devenaient de plus en plus confus,
peuplée de voix sans visage, de couloirs sans fin, de tests sans résolution. Un jour, alors qu'elle s'effondrait sur sa paillasse après un exercice de simulation prolongé, elle trouva sous son oreiller un message griffonné à la main. « Ils veulent briser ce que tu protèges. Mais ce n'est pas eux que tu dois craindre, c'est toi. » Il n'y avait ni signature, ni trace d'entrée dans la chambre. Juste ces mots. Elle tenta de retrouver qui aurait pu les écrire, mais tous les autres participants semblaient aussi épuisés qu'elle, aussi fragmentés. Des deux avaient disparu depuis 2 jours. Officiellement, en observation pour instabilité comportementale. Officieusement, personne ne savait s'ils reviendraient. Les évaluateurs étaient devenus des ombres. Ils apparaissaient sans bruit, observèrent derrière des vitres teintées, prenaient des notes. Parfois, ils interrompaient une simulation pour poser une question hors contexte. Croyez-vous encore à la vérité? Accepteriez-vous de devenir un outil si cela sauve 100 personnes? Préférez-vous trahir ou mourir? Ces interrogations n'appelèrent pas de réponses concrètes. Elles étaient des ensemencements, des poisons mentaux, des virus introduits pour désorganiser la pensée logique. Claire, dans un effort de survie mentale, décida de créer son propre rituel. Chaque nuit, malgré l'épuisement, elle écrivait dans son carnet non plus des comptes rendus techniques, mais des fragments de souvenirs. Son appartement à Montmartre, les appels avec sa sœur, l'odeur du métro le matin, le bruit de la pluie sur les vitres du 16e arrondissement. Elle notait aussi ses peurs, ses intuitions, ses doutes. Elle utilisait le stylo comme une encre contre l'effacement. Un après-midi, après une simulation particulièrement éprouvante dans laquelle elle avait dû laisser mourir un patient pour pouvoir sauver un autre, on l'isola dans une pièce sans mobilier. Pendant 3 heures, une bande sonore diffusait en boucle les cris du patient qu'elle n'avait pas sauvé. Une voix synthétique répétait à intervalles réguliers « Accepter le nécessaire est la première vertu d'un décideur ». Elle ne cria pas. Elle ne boucha pas ses oreilles. Elle fixa le mur en face d'elle jusqu'à ce que les sons deviennent abstraits, jusqu'à ce que son propre souffle devienne le seul repère. Lorsqu'on la libéra, elle avait changé. Quelque chose en elle avait cessé de résister, pas par abandon, par transformation. Elle comprit que la survie dans ce programme ne dépendait pas uniquement de la force mentale, mais d'une capacité à se mouvoir entre les règles, à feindre la soumission, tout en conservant une étincelle de conscience. Elle décida alors de devenir plus silencieuse, plus neutre. Elle suivit les consignes sans débattre, exécuta les ordres avec précision, mais sans passion. Elle garda pour elle ses opinions, ses analyses. Elle joua le jeu du camouflage psychologique. Ce changement n'échappa pas au formateur. Une semaine plus tard, elle fut convoquée dans une salle inhabituelle, tapissée de miroirs. Étienne l'attendait, assis, vêtu non pas de son habituel costume sobre, mais d'une blouse d'observation. Il tenait un dossier à la main, mais ne l'ouvrit pas. « Tu as cessé de lutter, pourquoi ?» Claire le fixa. Elle répondit simplement « Parce que lutter n'empêche pas la machine d'avancer. Mais comprendre ses rouages peut me permettre d'en modifier le rythme à terme. » Étienne sourit, pour la première fois sincèrement. « Tu parles désormais comme quelqu'un qui a vu au-delà du programme. Tu es en train d'émerger. Mais attention, au sommet, il n'y a pas de spectateurs. Il n'y a que des joueurs. » Il lui tendit un nouvel identifiant, plus sobre, plus dense. Il n'y avait plus de code, juste son prénom. « Bienvenue dans la phase finale. » Elle sortit sans demander plus. Dans le couloir, elle sentit que le programme avait franchi un seuil. Ce n'était plus une formation, c'était une construction de rôle. Elle n'était plus élève, elle était un prototype. Et la prochaine étape ne visait plus à la tester, mais à l'utiliser. Dès le lendemain, Claire fut transférée dans une nouvelle aile du complexe, entièrement distincte des précédentes. Les murs y étaient recouverts de panneaux sombres, absorbant la lumière. Les couloirs, silencieux, donnaient l'impression de glisser entre des blocs de mémoire oubliés. À la différence de la section fermée, cet espace ne possédait ni chambre standardisée, ni salle commune. Chaque pièce semblait conçue pour une fonction spécifique. Il n'y avait plus de simulation visible, plus d'horaires imposés. La structure elle-même semblait s'être dissoute, remplacée par une organisation moins formelle, mais bien plus précise. Elle reçut une nouvelle carte d'accès, noire, sans nom, avec une puce intégrée. Ce badge lui permettait désormais de circuler librement dans certaines zones, mais limitait d'autres accès. Elle découvrit rapidement que cette hiérarchisation mouvante faisait partie intégrante du système,
plus elle répondait correctement à des missions précises, plus elle débloquait de droits. Cette logique de progression implicite transformait chaque tâche en épreuve, et désormais les épreuves ne prenaient plus la forme d'exercices cliniques, mais de missions opérationnelles. Claire fut introduite à ce qu'on appelait simplement le réseau, un ensemble de cellules actives, chacune composée de 3 à 5 membres du programme, intégrés dans des environnements réels, mais sous des couvertures multiples, cliniques mobiles, unités d'urgence internationale, ONG, fictives, services d'analyse gouvernementale. Elle comprit alors que l'objectif du programme n'était pas de former des soignants au sens classique, mais de créer une élite infiltrée capable d'intervenir dans des contextes extrêmes, parfois en dehors du cadre légal, toujours sous la bannière d'une efficacité radicale. Sa première mission l'amena à Berlin, sous l'identité d'une coordinatrice de logistique pour une ONG travaillant avec des réfugiés. Elle fut accompagnée par 2 autres membres du réseau, un homme d'origine indienne, silencieux, expert en médecine d'urgence, et une femme italienne spécialisée en psychologie de crise. Le groupe devait analyser les lacunes d'un système de prise en charge débordé, tout en identifiant les éléments nuisibles à la structure sanitaire locale. Officiellement, ils devaient proposer des réformes. Officieusement, leur tâche consistait à tester des protocoles d'intervention rapides en milieu saturé. Le terrain fut un choc. Claire, bien que préparée, fut confrontée à une misère brute, où chaque geste médical devenait un pari entre gains et pertes. Elle passa ses journées à trier des cas, organiser des flux, apaiser des conflits. Mais la nuit, elle retrouvait les autres dans une pièce sécurisée et ils rendirent des comptes à un superviseur distant, via une interface cryptée. Chacune de leurs actions était évaluée non selon des critères de compassion, mais selon leur impact global sur l'efficacité du système. Les visages disparaissaient, remplacés par des indicateurs, des chiffres, des probabilités. Un soir, alors qu'elle tentait d'apaiser une mère syrienne dont l'enfant souffrait d'une infection respiratoire grave, elle reçut l'ordre de retirer les médicaments rares pour les redistribuer dans un autre camp jugé plus stratégique. Elle refusa. Pour la première fois, elle contesta une directive. L'agent italien prit alors le relais, appliqua la décision sans sourciller. L'enfant mourut 2 jours plus tard. Lors du débriefing, le superviseur l'interrogea. « Pourquoi ? Avoir désobéi ?» Elle répondit « Parce que je ne crois pas que l'optimisation statistique puisse se substituer à la responsabilité morale individuelle. Je n'ai pas rejoint ce programme pour devenir une calculatrice. » Le silence fut long. Puis la voix synthétique conclut « Objection notée. Résistance mesurée, tolérable. » Ce mot « tolérable » la frappa. Il signifiait qu'elle n'avait pas été éliminée pour sa désobéissance, mais qu'elle était désormais classée dans une catégorie spécifique. Les éléments divergents, encore utiles, mais sous observation. À son retour, elle fut convoquée par Étienne. Il l'attendait dans un bureau dépouillé, assis derrière une table de verre. Son expression était différente, moins austère, presque lassée. « Tu as tenu, mieux que beaucoup d'autres, mais tu poses encore des limites. C'est noble. C'est aussi un obstacle. » Claire le fixa. « Si vous cherchez des exécutants sans conscience, vous pouvez les fabriquer avec moins de moyens. Pourquoi ce programme? Pourquoi nous faire traverser tout cela si, au final, la morale doit être effacée ?» Étienne sourit presque tristement. « Parce que le monde n'a pas besoin de conscience sans puissance. Il a besoin de conscience armée. Ceux qui ne sont que bons sont inutiles. Ceux qui ne sont que efficaces sont dangereux. Notre projet, c'est de trouver ceux qui peuvent être les deux, mais cette dualité a un prix. Tu viens de le découvrir. » Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. « Tu es sur le point de franchir la dernière frontière, celle où l'on ne t'imposera plus de décisions. Tu devras les prendre seul, et leurs conséquences, bonnes ou mauvaises, seront entièrement tiennes. » Claire ne répondit pas. Elle comprenait. Elle se souvenait des premières semaines dans la maison de Van Roy, des tâches anodines, du silence, de la première fois qu'elle avait touché à ce carnet noir. Tout cela n'avait été qu'une préparation, un long processus de transformation. Elle n'était plus une simple femme de ménage. Elle n'était même plus une apprentie infirmière. Elle était devenue quelque chose d'autre. Une entité en formation, mi-humaine, mi-instrument, destinée à agir dans des zones que personne ne veut voir. Le lendemain, elle reçut un nouveau badge, plus grand, rouge. Sur fond noir, un seul mot, Nexus.
Elle n'eut pas besoin de demander ce que cela signifiait. Le réseau l'avait acceptée comme unité autonome. Elle allait désormais recevoir des missions sans encadrement direct, des situations où elle serait seule, responsable, parfois sans possibilité de retour, et elle savait, au fond, qu'elle ne reverrait plus jamais le monde comme avant. Le badge, Nexus en main, Claire fut guidée vers une zone du complexe encore inconnue. Contrairement aux étapes précédentes, elle ne reçut aucune instruction préalable. Aucun nom de mission, aucun protocole, aucun binôme. Lorsqu'elle entra dans la pièce qui lui avait été désignée, elle découvrit une simple mallette posée sur une table en acier. À côté, un écran s'alluma automatiquement. Une vidéo commença sans introduction. Le visage d'un homme en noir, partiellement dissimulé par l'ombre, s'adressa à elle dans un ton neutre, mécanique. « Ce que vous allez entreprendre n'est pas une mission, c'est une insertion. Vous ne serez pas observé, vous ne serez pas évalué. Il n'y aura pas de retour ni de vérification. Vous agissez seul, selon votre propre interprétation de la situation. La réussite n'est pas obligatoire, l'action l'est. Si vous refusez, votre statut Nexus sera révoqué. Ce que vous avez appris jusqu'ici n'aura été qu'un vestige. » La vidéo s'interrompit. L'écran afficha alors une série d'informations cryptées. Nom, date, lieu. Claire comprit qu'il s'agissait d'un hôpital militaire dans les Alpes françaises, spécialisé dans la réhabilitation de soldats atteints de troubles psychologiques graves. L'établissement faisait l'objet d'une attention discrète de la part du réseau. Des anomalies avaient été détectées dans les schémas de traitements administrés, des pertes de dossiers médicaux et surtout une série de reconversions suspectes parmi les anciens patients. Son rôle ? Infiltrer l'établissement ? Comme simple infirmière stagiaire, observer les comportements, identifier les déviations mais sans jamais se faire remarquer. Aucun contact avec le réseau, aucune couverture en cas de découverte. Une vraie disparition. Le lendemain, elle se présenta au portail du centre sous l'identité de Laurence Viret, une identité forgée par les services internes du programme. Le centre, isolé en haute altitude, était protégé par des barrières électroniques et des patrouilles régulières. On y sentait l'atmosphère lourde des lieux militaires transformés, où les fantômes de la guerre flottaient encore dans les couloirs. Elle fut affectée à l'aile psychiatrique, un bâtiment bas, aux fenêtres grillagées. Les patients, qu'anciens soldats français, passaient leur journée entre séances thérapeutiques, entraînement physique et consultations médicales. Dès les premiers jours, Claire perçut des dissonances. Certains patients semblaient exagérément calmes, voire absents. Les regards étaient éteints, les gestes trop fluides, comme si on leur avait retiré quelque chose d'essentiel, quelque chose d'humain. Elle fit profil bas, effectua ses tâches avec rigueur, respectant les protocoles sans attirer l'attention. Mais elle observa. Une nuit, alors qu'elle effectuait une ronde, elle surprit un patient, le capitaine Daval, figé devant une fenêtre, en pleine crise de mutisme. Lorsqu'elle tenta de l'approcher, il murmura « Il nous débranche », un à un sans bruit, avant de se refermer dans un silence hermétique. Le lendemain, il avait disparu du registre. Aucune trace, aucun transfert annoncé. Les autres infirmiers évoquaient un changement de secteur, mais personne ne semblait pouvoir en préciser la nature. Claire commença alors à noter secrètement tous les détails suspects, les patients retirés, les médications inhabituelles, les interactions avec un certain docteur Lemay, un neurologue spécialisé dans les traitements expérimentaux. Elle parvint à accéder au bureau de Lemay lors d'une pause prolongée. Ce qu'elle découvrit dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Des documents détaillaient des protocoles d'implantation de micromodules neurochimiques visant à inhiber certaines zones émotionnelles du cerveau. L'objectif ? Neutraliser les instincts de rébellion, de douleur, de remords. Transformer les anciens soldats en entités programmables, prêtes à être redéployées, non plus comme hommes, mais comme outils. Elle prit discrètement des photos des documents, les transféra via un canal crypté intégré dans son badge, Nexus. Le protocole du réseau avait été respecté, identifié, documenté, transmettre. Elle attendit une réponse. Il n'y en eut aucune, ni message, ni retrait, rien. Juste le silence. Elle devait décider seule de la suite. La nuit suivante,
Elle pénétra dans l'aile interdite, repérée plus tôt comme le secteur 0, prétendument en rénovation. Elle y découvrit des chambres sans fenêtres, des lits avec sangles et surtout des patients maintenus dans un état semi-conscient, reliés à des systèmes de stimulation neurologique. Parmi eux, Daval, les yeux ouverts, fixes, les lèvres légèrement ouvertes, incapable de réagir. Elle resta un long moment à le regarder, puis recula lentement. Quelque chose en elle se brisait. Elle savait que si elle partait sans rien, faire ses hommes resteraient ici, réduits à l'état de coquille vide, mais elle savait aussi que toute tentative de sabotage la condamnerait. Au petit matin, elle sabota discrètement le générateur d'alimentation auxiliaire du secteur 0, assez pour forcer une coupure momentanée. Elle profita du chaos pour libérer 3 patients, dont Daval. Elle les guida vers une sortie de secours repérée plus tôt, camouflée par des caisses médicales. Une fois à l'extérieur, elle activa le signal d'extraction d'urgence intégré dans son badge. Elle savait que cela annulait son anonymat. Elle savait aussi que le réseau n'interviendrait qu'à condition que sa survie soit jugée utile. 1 heure plus tard, un hélicoptère se posa dans une clairière isolée. 2 hommes descendirent, armés, méthodiques. Ils prirent les patients en charge sans un mot. Claire monta sans demander où on l'emmenait. Elle savait que son statut venait de changer à nouveau. Elle n'était plus simplement Nexus. Elle était devenue une variable. De retour au complexe, elle fut enfermée dans une pièce sans fenêtre. Une lumière crue. Une caméra. Étienne entra vêtu de noir. « Tu as désobéi. Tu as mis en péril une opération d'observation à long terme. Tu as interféré avec une expérimentation d'État. » Claire le regarda sans ciller. « J'ai sauvé des hommes que vous aviez abandonnés à un protocole de mort lente, et j'ai prouvé que votre système accepte encore l'acte juste, même sans instruction. » Étienne la fixa longuement, puis lentement déclara « Tu viens de créer une nouvelle classe, une extension imprévue du programme. Tu es désormais autonome. Mais tu n'auras plus jamais de mission. Tu seras la mission. » Elle comprit alors que ce qu'elle avait arraché, ce n'était pas la liberté. C'était la solitude de ceux qui sont trop utiles pour être éliminés, mais trop dangereux pour être contrôlés. La vie de Claire, à partir de cet instant, cessa d'être une succession de missions claires, ordonnées, structurées par des objectifs définis et des cadres temporels. Il n'y avait plus d'évaluation, plus de convocation, plus de rapports à transmettre. Elle était redevenue libre en apparence. Mais cette liberté avait été forgée dans une solitude qu'aucun entraînement n'avait pu réellement préparer. Elle n'avait plus de supérieur, plus d'assignation. Pourtant, chaque action, chaque décision, chaque pas qu'elle faisait dans le monde résonnait comme s'il était encore observé, non par une personne, mais par l'intention du programme lui-même, devenue entité invisible, omniprésente. Elle s'installa à Lyon, sous un nom nouveau encore, cette fois sans avoir sollicité le réseau. Elle loua un petit appartement dans le quartier de la Croix-Rousse, au dernier étage d'un immeuble ancien. Elle y vivait seule, dans un anonymat parfait, le téléphone crypté rangé dans un tiroir qu'elle n'ouvrait presque plus. Ses journées s'articulaient autour d'un emploi dans un dispensaire de quartier où elle se contentait de gestes simples, panser des plaies, consoler des mères inquiètes, orienter les sans-papiers vers des médecins compréhensifs. Elle ne parlait jamais de son passé, et personne ne posait de questions. Son visage ne trahissait ni jeunesse ni vieillesse, ni joie ni tristesse. Il portait l'empreinte des visages multiples qu'elle avait dû endosser et l'ombre de ceux qu'elle avait laissés derrière. Mais l'illusion de calme ne dura pas. Après quelques semaines, elle remarqua les premiers signes. Une silhouette stationnée trop longtemps devant le dispensaire, des appels silencieux sur la ligne du centre, des documents administratifs modifiés sans qu'aucun collègue ne puisse l'expliquer. Elle comprit que le réseau ou une autre entité l'avait retrouvée. Peut-être ne l'avait-on jamais perdue. Peut-être était-elle restée une pièce d'un échiquier mouvant, un cavalier sans cavalier. Elle reçut une lettre, glissée, dans la boîte aux lettres du dispensaire, sans tampon ni nom. À l'intérieur, une photo, celle de D2 dans une rue d'Istanbul quelques semaines auparavant. Au verso, un seul mot, instabilité. Ce n'était pas une menace, c'était une convocation silencieuse, un rappel que même ceux qui échappaient au programme n'échappaient pas à ses conséquences. Elle prit le premier train pour Marseille, puis un vol discret pour la Turquie. Elle ne tenta pas de contacter le réseau,
Elle ne chercha pas à alerter des deux. Elle savait ce qu'on attendait d'elle. Une observation, un jugement, peut-être une exécution sociale, une recommandation d'effacement. Mais elle n'était plus ce type d'unité. Elle était son propre système. À Istanbul, elle retrouva sa trace rapidement. Il travaillait dans une clinique de quartier dissimulée parmi les réfugiés syriens. Mais il avait changé. Il parlait peu, vivait seul, évitait les interactions prolongées. Claire l'observa plusieurs jours. Elle reconnut les signes. Le programme l'avait laissé partir, mais il l'avait marqué à jamais. Des deux n'était pas instable. Il était trop conscient. Et cette conscience le détruisait lentement. Un soir, elle l'aborda dans une rue déserte. Il ne parut pas surpris. Il lui demanda juste « Alors c'est toi qu'ils ont envoyé ?» Claire répondit « Non, c'est moi qui suis venu. » Ils marchèrent longtemps sans parler. Puis, sur une terrasse abandonnée dominant le Bosphore, il lui demanda « Tu crois encore qu'on peut exister en dehors de ce qu'ils ont fait de nous ?» Elle mit du temps à répondre. Puis elle dit « Je crois qu'on peut détourner ce qu'ils ont implanté, s'en servir contre eux, pas pour détruire, pour transformer. » Il hocha la tête, sans ironie. « Alors, reste encore un peu. » Elle resta 3 jours. Le temps de lui transmettre ce qu'elle avait appris. Pas les techniques, ni les procédures, mais les zones grises, les failles du programme, les interstices par où fuir sans disparaître. Avant de partir, elle lui remit un carnet vierge, le même type que celui qu'on lui avait donné à Paris, des mois auparavant. « Écris, lui dit-elle, ce que tu vois, ce que tu penses, ce que tu refuses. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ceux qui viendront après. » Il accepta. Elle quitta Istanbul sans se retourner. Mais cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, elle rêva d'un couloir sans fin, peuplé de versions d'elle-même, chacune figée à un moment du programme, chacune tentant de lui tendre la main. De retour à Lyon, elle trouva un mot glissé sous sa porte. Une page blanche, avec en relief des lettres presque invisibles. Connexion temporaire autorisée. Protocole Eton. Délai. 7 jours. Elle comprit que le réseau l'avait laissé agir, mais qu'il voulait désormais sa réponse. Accepter de collaborer à nouveau, ou couper définitivement. Elle s'assit à son bureau, le carnet noir devant elle. Elle ne l'avait pas ouvert depuis des semaines. Elle tourna la première page. Le texte s'interrompait après la mention de sa mission dans les Alpes. Tout ce qu'elle avait vécu depuis n'y figurait pas. Elle prit son stylo et recommença à écrire. Ce qu'elle écrivait n'était pas un rapport. C'était une mémoire, un testament, une semence. Si elle disparaissait, quelqu'un, quelque part, pourrait un jour lire ces mots et comprendre que le programme n'était pas invincible, qu'il existait une résistance silencieuse. Pas une révolution, mais une mutation. Une semaine plus tard, elle se rendit à l'adresse indiquée dans le message, une maison abandonnée à la périphérie de la ville. Elle y déposa le carnet enfermé dans une boîte en métal sur une étagère recouverte de poussière. Elle n'attendit pas. Elle savait que quelqu'un passerait le récupérer. Ce soir-là, en rentrant, elle alluma la radio pour la première fois depuis des mois. Une musique classique s'échappa des haut-parleurs, douce et mélancolique. Elle ferma les yeux. Elle n'était plus Claire Dumas, l'infirmière invisible, ni Laurence Viret, ni Descartes, ni Nexus. Elle était une anomalie, une trace dans un système conçu pour n'en laisser aucune, et elle avait choisi de rester. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Claire se leva chaque matin à la même heure, prépara son café avec des gestes mesurés, se rendit au dispensaire comme si rien n'avait jamais existé en dehors de cette routine. Mais tout en elle savait que cette paix était factice. Elle était celle d'un crépuscule suspendu, la tension d'un dernier souffle avant l'effondrement ou la renaissance. Elle vivait comme une survivante, qui aurait trouvé refuge dans les ruines de ce qu'elle avait été, mais qui savait que, tôt ou tard, il faudrait décider, reconstruire ou disparaître. Au dispensaire, elle commença à remarquer d'autres signes. Des regards plus appuyés de la part de nouveaux patients, des dossiers médicaux qui contenaient des incohérences trop nettes pour être fortuites. Puis, un matin, elle reconnut le visage d'un homme assis dans la salle d'attente. Il n'était pas un inconnu. Elle l'avait croisé brièvement dans les premières semaines du programme, un formateur secondaire, chargé de l'endoctrinement éthique initial. Son regard croisa le sien, mais il ne bougea pas.
Il n'était pas là pour lui parler. Initam était là pour constater, pour vérifier. Elle sut alors que le délai était écoulé. La boîte métallique, le carnet déposé, le message laissé. Tout cela avait été non pas un choix, mais une épreuve. Une dernière évaluation, non déclarée. Et elle n'avait pas répondu. Pas dans les termes attendus. Elle avait choisi la distance, la narration, le témoignage plutôt que l'action directe. Elle n'avait pas accepté le protocole Eton. Elle n'avait pas refusé non plus. Elle avait transformé la mission en message. Et cela dans un système où chaque donnée est traitée comme une variable critique, constituait une zone grise inacceptable. Le soir, en rentrant chez elle, elle trouva sa porte entr'ouverte. Rien n'avait été volé, mais chaque tiroir avait été déplacé de quelques millimètres, chaque livre décalé d'une fraction. Une intrusion invisible, une main venue dire « Nous savons, et nous avons vu ». Elle ne paniqua pas. Elle s'assit dans son fauteuil, observa la pièce et comprit. Ils ne viendraient pas pour l'éliminer. Ils n'avaient pas besoin. Elle avait été rayée des sphères actives du réseau, classée comme résidu. Non pas un danger immédiat, mais un facteur instable, à surveiller et au besoin neutralisé. Elle passa la nuit à relire ses carnets, tous, depuis le premier. Elle redécouvrit ses peurs initiales, sa fascination pour Étienne, son vertige devant les simulations, ses doutes, ses silences. Elle y trouva aussi la trace de quelque chose de plus fort que le programme, une volonté de compréhension qui n'avait jamais été complètement effacée. Une résistance lente, presque organique, mais tenace. Au petit matin, elle prit une décision. Elle se rendit à Paris dans l'ancien quartier où elle avait commencé. Elle marcha longtemps dans les rues du 16e arrondissement, se plaça devant la maison de la rue de la Faisanderie. La façade était la même, les volets fermés. Elle resta là plusieurs heures. Personne n'entra, personne ne sortit. Puis elle s'éloigna. Elle n'avait pas besoin de revoir Étienne. Elle n'avait pas besoin d'un dernier échange. Elle n'avait plus rien à prouver. Mais ce même jour, dans un café du Marais, elle fut abordée par une jeune femme. Une inconnue, nerveuse, les yeux rougis, tenant un carnet identique à celui que Claire utilisait autrefois. « Je suis désolée de vous déranger. Vous êtes Claire Dumas ?» Claire la fixa longuement. Elle ne répondit pas, mais la jeune femme poursuivit. « Je vous ai lu. J'ai trouvé votre carnet à Lyon. Je ne savais pas si je devais le prendre, mais il m'a aidé. Je crois que j'ai compris ce que vous avez traversé. Et je voudrais comprendre comment on fait pour ne pas devenir comme eux, Claire. » La fit asseoir. Elles restèrent là, à parler pendant des heures. Claire ne raconta pas tout. Elle ne mentionna pas les noms, les lieux, les missions. Mais elle expliqua le vide, l'embrigadement, les épreuves qui transforment les intentions en armes. Elle parla du prix de la lucidité, des choix qui effacent une vie mais en révèlent une autre. « Tu veux résister ?» lui dit-elle. « Alors, commence par ne pas chercher à les vaincre. Observe, écoute, écris, et surtout ne te laisse jamais voler ta capacité à t'émouvoir. C'est le premier verrou qu'ils cherchent à briser. » Elles se quittèrent dans une ruelle discrète. Claire savait que la jeune femme serait suivie, testée, intégrée ou rejetée, mais elle lui avait transmis autre chose que des instructions, une conscience. En rentrant à Lyon, Claire reçut un message codé sur son ancien terminal, une séquence de chiffres qu'elle reconnut immédiatement comme une signature de Van. Roy. Il disait simplement « Ce que tu as fait ne peut être mesuré. Ce que tu es devenu ne peut être contrôlé. Tu n'es plus une cible. Tu es une variable d'équilibre. » Elle effaça le message. Et pour la première fois depuis des mois, elle acheta un nouveau carnet, couverture blanche, page vierge. Elle écrivit lentement. Il existe des systèmes qui se croient parfaits, des structures qui pensent pouvoir prédire chaque geste, chaque pensée, chaque révolte. Mais il suffit d'une dissonance, une seule, une note qui ne se conforme pas, et tout peut être altéré. Je suis cette note. Pas pour rompre la symphonie, mais pour en rappeler la fragilité. Claire referma le carnet. Elle n'était plus en fuite. Elle n'était plus une mission. Elle était un récit. Et un récit ne peut être effacé tant qu'il est transmis.